Merci beaucoup à toutes et à tous d'être ici cet après-midi, d'être restés jusqu'au bout, parce que je crois qu'on clôture le festival, on clôture ces 3 jours de festival intense cette année encore. Voilà, bienvenue dans cet espace-temps qui est consacré à la poésie. Un espace-temps un peu particulier, proposé par France Culture, loin, on espère, du bruit et de la fureur. Vous allez assister cette fin d'après-midi à une adaptation live sur scène qu'on a conçue juste pour vous cet après-midi. Une adaptation du podcast de France Culture qui s'appelle L'Instant Poésie. C'est 40 minutes ici sur scène pour parler de poésie autour de 2 convictions très fortes, chevillées au corps. D'abord, la poésie s'adresse à toutes et à tous, et pas qu'à des happy few sélectionnés. Et deuxièmement, la poésie peut mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. La littérature a cette capacité à donner du sens et de la beauté. Et la poésie peut aider à vivre peut-être selon la nuance, pour reprendre la très belle expression du génial Roland Barthes. Alors aujourd'hui, on a la chance et l'honneur d'être accompagné de Kerenan. Vous êtes autrice, compositrice et interprète. Vous avez écrit des chansons, des textes. On va y revenir sur cette dichotomie chanson, texte, poème. Vous avez écrit des textes que d'autres ont chantés, mais vous les chantez aussi de nombreuses fois. Vous avez sorti il y a quelques semaines un album, Paris Amour. Et vous écrivez donc des textes qui deviennent des chansons, mais qui sont bien sûr aussi des poèmes. Et, avant que vous nous lisiez un de vos textes issus de cet album, je voudrais que vous nous parliez de la place que tient la poésie dans votre vie. Bonjour et merci de cette rencontre et de cette invitation. La poésie tient une place très importante dans ma vie. D'abord parce que j'en dépends. La poésie, c'est une expression. Les poètes sont, entre autres, mes repères, aussi mes professeurs. Je trouve qu'il y a une grande différence entre l'écriture d'un poème et l'écriture d'une chanson. Ça vient pas forcément du même parti du corps, parfois même pas de la même partie du cerveau. Mais je pense que les deux sont nécessaires. Pour moi, un poème existe tel que. C'est comme une œuvre de Chopin. Il faut y rajouter aucune émotion. Tout est dans les mots, tout est dans l'architecture que le poète ou la poétesse a choisi de proposer. Le rythme, le ton, la fréquence. Même quand on le lit à haute voix, parfois, il risque de changer de température et parfois de forme. Il est fait presque pour être lu en silence. On adore lui donner une vie en le lisant à voix haute, à proposer. Ça donne quelque chose de subjectif. Le lecteur prend place dans ce poème. Mais à la base, le poème est fait pour être lu, pas à haute voix, ressenti. Et c'est comme ça qu'il nous perce, qu'il nous transperce. Alors qu'une chanson, elle est faite pour être entendue, écoutée, avec d'autres médiums, des notes, des progressions d'harmonie, des orchestrations, le rythme, la rime, souvent, qui n'est pas aussi nécessaire dans la poésie. Donc, c'est 2 choses différentes. Elles ont une place importante dans ma vie, la poésie plus autant que lectrice. Je reçois, même si j'en écris, mais je reçois la poésie, et le songwriting autant que raconteuse. C'est là que je raconte avec tous ces autres éléments. On a les mots, la syntaxe, les notes, les harmonies, le son qu'on choisit, et la voix avec laquelle on raconte. Vous voulez nous lire un des textes que vous avez écrit qui a été mis en chanson dans votre album ? Justement, oui. Donc c'est très différent. Lire un texte de chanson, c'est très différent que de lire un poème, puisque forcément, la musique, le rythme et la coupure, la manière de poser
les mots donnent énormément d'informations de la chanson. Alors que lire sans la musique, ça peut donner autre chose. Donc je vais essayer. J'ai marché dans les dunes, dans la mare, sur la lune, près du bord, dans la boue. Des allées vides de corps, de mouvements, de support, de fortune, de hibou. Comme si la mer se divisait, une vie entière disparaissait, une vie entière dans tes yeux bridés, comme si la mer se divisait. J'ai frisé les seigneurs, tout en haut des hauteurs, des gymnases en faillite, déphasé la fréquence, bien trop grave à mon sens, d'un passeur yéménite. Comme si la mer se divisait, une vie entière disparaissait, une vie entière dans tes yeux bridés, comme si la mer se divisait. Est-ce que vous êtes tenté de la chanter, de le chanter ce texte? Nous, je ne sais pas si vous l'avez en tête, parce que l'album est sorti il y a déjà quelques semaines. C'est vrai que moi j'ai en tête la scansion et votre voix et l'instrumentation, etc. Est-ce que là, en le lisant, c'est naturel pour vous de le lire comme un texte de poésie ou... Oui, parce qu'il faut que ça marche pour moi, dans les deux sens. Il faut que ça puisse avoir un rythme aussi seul. C'est important que ça soit soutenu par des harmonies, mais je trouve que c'est important quand même qu'il puisse être lu comme ça. Pour moi, en tous les cas, oui. Ouais, c'est intéressant parce que dans l'Instant Poésie, dans notre podcast à France Culture, on a reçu plusieurs passeurs de poésie qui sont aussi par ailleurs chanteurs ou chanteuses. Arthur Teboul, Prof. Chatterton, Clara Isé, Gaël Faye, etc. Et tous ont une conception très très singulière du rapport entre texte de poésie et texte de chanson. Et je me souviens qu'Arthur Teboul, par exemple, disait que pour lui, un bon texte de poésie pouvait pas être une bonne chanson. Que pour que ça soit une bonne chanson, il fallait que le texte à l'origine soit comme troué, quoi. Qu'il fallait des manques dans ce texte. Est-ce que vous partagez cette vision des choses? Je ne sais pas si je dirais que j'irais aussi loin de dire que ça peut pas être une bonne chanson, parce qu'on peut très bien après restructurer et essayer de trouver une architecture, mais je dirais que ce n'est pas le même exercice. Écrire une chanson, écrire un poème, c'est pas du tout le même exercice. L'écriture de chansons, c'est un choix très particulier parce que il y a une architecture de base, l'architecture de la folk song irlandaise. Couplet, refrain, pont, refrain. Ça a toujours été le cas, ça a été le cas dans la folk music, dans le rock and roll, dans la pop, toute forme de musique, même dans le jazz. Et puis après, dans le jazz et dans les classiques, il y a aussi la forme A, B, B, A. En fait, c'est des architectures très très précises. Donc, en fait, ça donne une liberté avec des frontières bien définies. Écrire un poème, les frontières sont multiples. Enfin, on peut aussi ne pas en avoir. C'est très très horizontal finalement d'écrire un poème, puisque on peut aller très très loin, on peut avoir des restrictions, on peut décider quelles sont les limites. Alors qu'une chanson, quelque part, il y a souvent un refrain qui se répète. Donc, quand on a trouvé quelque chose de catchy qui va avec la mélodie, avec les mots, et on a réussi à dire ce qu'on avait à dire dans le refrain, c'est très probable qu'on le répète plusieurs fois. Le mouvement se crée dans les couplets. Donc, c'est assez différent. Mais c'est faisable de la manière dont on coupe après un texte, un poème. Pour en revenir à ce texte, comme si la mer se divisait, c'est le titre de cette chanson. Est-ce que vous vous souvenez dans quelle disposition vous étiez pour l'écrire? Alors déjà, il a été très inspiré d'un poème d'Emily Dickinson qui s'appelle « Comme si la mer s'écartait ». J'ai beaucoup aimé cette connotation biblique de la mer qui s'écarte. Et puisqu'on est dans un festival Pop-Epsi, donc c'est aussi la mère qui se divise, la maman. Et je trouvais que ce rapport était intéressant. Mais j'arrivais pas
j'arrivais pas à faire la paix avec l'image que c'est la mer qui s'écarte parce que je ne voyais que Moïse. Et en fait, j'arrivais pas à voir une femme tiraillée dans un choix. Pour moi, pour que vraiment que ça soit ma mère qui se divise dans un choix amoureux ou dans un choix de perte ou dans un choix de languiment ou dans un choix de mort, elle s'écartait pas, elle se divisait. Et ma mère, qui est javanaise, qui a les yeux bridés, donc je fais une connotation à elle, comme si la mer se divisait, donc en parlant de la mer, de l'eau. Mais il y a quand même une vie entière dans tes yeux bridés. Donc on voit l'aspect où le mot mère, qu'on utilise souvent comme les deux. Et donc j'aimais beaucoup cette idée et j'avais envie de rajouter des éléments de mes racines. Donc on y retrouve le pasteur yéménite du Moyen-Orient, on y retrouve les yeux bridés de ma mère qui viennent d'Asie. Il y a que c'est comme des fractures d'un souvenir de quelque chose qui se vide encore et encore, c'est-à-dire que c'est une terre quelconque qui a un destin répétitif, mais c'est aussi un peuple quelconque qui a un destin répétitif, qu'il soit errant ou pas, et que comment moi, en tant qu'individu, je me retrouve dedans, en tant que fille de quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui a découvert ça beaucoup plus tard dans la vie, juste pour rentrer dans pour que vous compreniez comment ça peut marcher, dans mon cas, une psychologie d'une chanson. Ma mère, elle a connu la Première Guerre mondiale en étant aux Pays-Bas, petite fille, dans le pays plat. La Hollande, c'est un pays, les Pays-Bas, c'est un pays où il n'y a pas de forêt et il y a très peu de lieux où se cacher. Et c'est aussi un des seuls pays européens où, au début du XXe siècle, on collectionnait les informations ethniques des habitants. Ce qui veut dire que 95% des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale ont été dénoncés aux Pays-Bas. C'est immense. C'est par rapport à la France, qui était 25%. Enfin, c'est beaucoup. Et donc ma mère a vécu une première guerre là. Et puis là, on est dans une autre période de la vie avec une deuxième fois au Moyen-Orient. Et avec une déchirure aussi par rapport à ce qu'elle a connu enfant et l'écho d'une nouvelle déchirure et tout ce qu'elle représente et aussi loin qu'elle va et cette terre qui brûle. Et donc, pour moi, c'est presque comme si à chaque fois qu'on est témoin d'une guerre, c'est comme quand on se divise. C'est lié à la naissance, c'est lié, on peut aller beaucoup plus loin. Mais en tout cas, juste pour vous expliquer, la genèse d'une chanson, parfois, elle est très intuitive, mais quand on rentre dans le Lego des mots, on peut y retrouver beaucoup, beaucoup de racines, et c'est ça qui me plaît dans la narration, dans l'écriture de la narration. Je pense qu'il faut être très sincère, très véritable, très... en fait... Il faut trouver les mots qui représentent une émotion qu'on a décortiquée suffisamment pour pouvoir la raconter d'une manière solide et heureuse. C'est pour ça que cette chanson, elle est plutôt solaire aussi. Voilà. Alors la mer, c'est évidemment un motif qui a été investi énormément par la poésie. Hugo, René Vivien, Mallarmé, etc. Vous parliez d'Emily Dickinson, vous êtes une grande lectrice d'Emily Dickinson. Dans notre instant poésie à nous, il y a quelques mois sur France Culture, dans notre podcast, vous aviez évoqué un de ces textes du même recueil, je crois, de celui que vous avez évoqué à l'instant. Emily Dickinson, donc c'est une poétesse américaine, extrêmement torturée, un génie de la littérature. Peut-être que vous pouvez nous lire son texte. Elle écrivait recluse aussi, très très enfermée. Elle voulait pas, elle avait une peur de l'extérieur. Moi qui adore l'extérieur, mais qui a besoin de ma chambre à soi pour créer, ça a toujours été un aspect très très intéressant. Emily Dickinson, dans le même recueil que le poème qui a inspiré Comme si la mer se divisait, il y a un poème qui s'appelle Nous rêvons, qui parle beaucoup aussi de nous, de notre métier sur scène. Nous rêvons et c'est bien de rêver, l'éveil serait souffrance. Mais puisque c'est le jeu qui nous tue, que par jeu nous hurlons, quel mal.
L'homme meurt extérieurement, c'est une vérité, du sang. Et nous mourons dans le théâtre, mais le théâtre est toujours vivant, circonspect. Chacun secoue l'autre, chacun ouvre les yeux de peur que le fantasme ne soit faux et que sa blême surprise ne le fige en stèle de granit avec juste une ère, un nom et peut-être une phrase en égyptien. Rêver est plus prudent. Magnifique, merci beaucoup. Vous apprenez souvent des... Pardon, oui. Ouais, bravo, je crois qu'on peut vous applaudir. Ouais. Vous le connaissez par cœur, vous apprenez souvent des poèmes, il vous accompagne? Alors hélas, j'ai pas cette discipline d'apprendre des poèmes par cœur, sauf si je dois les dire sur scène. En l'occurrence, je connais ce poème parce que je le dis dans une pièce que je fais avec Irène Jacob qui s'appelle Où es-tu? Et j'adore dire ce poème parce que je sens qu'il me réconforte dans les frontières, une fois de plus, dans les limites de quand on est sur scène, jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans la folie ou dans l'expression, et jusqu'où est-ce qu'on a besoin d'être recentré ou recomposé face aux autres. On dit toujours que dès qu'on nous observe, on change de comportement, forcément. Je trouve que ce poème, il réconforte par rapport à cet aspect où ça nous permet de se perdre sans se sentir hors de contrôle. C'est pas mal quand même. Moi, j'aime beaucoup dans l'Instant Poésie faire réentendre certains extraits du poème qu'on a entendu in extenso à un moment donné, parce que je trouve qu'on n'entend pas tout à fait les mots de la même façon quand on a eu un commentaire sensible. Et là, vous nous avez donné quelques clés d'interprétation. Est-ce que vous accepteriez de nous en relire un extrait, peut-être la fin ou en totalité, de Comme si la mer se divisait? Sûr. Des allées vides de corps, de mouvements de support, de fortune, de hibou. Ça vient après une découverte, en fait. Parce que je raconte un peu une marche. Dans cette image biblique de la mer qui se divise, je me suis toujours demandé si l'eau se divise ou si une mère se divise justement pour pouvoir protéger son enfant. Qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qui reste dans cette allée? C'est pareil en fait, à partir du moment où on a donné naissance, on devient mère. J'ai ce souvenir à la maternité où je sentais mon enfant bouger dans mon ventre après l'accouchement, et je me suis retournée et j'ai vu ma fille bouger dans son berceau. C'est ça, c'est quoi ce vide en fait? Quand la mer se divise, qu'est-ce qui reste là sur l'eau? Et quand nous on se divise avec notre enfant, qu'est-ce qui reste? Et donc c'est ça qui m'intéressait. Donc je raconte, j'ai marché dans les dunes, dans la mare, sur la lune, près du bord, dans la boue, des allées vides de corps, de mouvements de support, de fortune, de hibou. J'ai frisé les seigneurs, tout en haut des hauteurs, des gymnases en faillite, déphasé la fréquence, bien trop grave à mon sens, d'un passeur yéménite. C'est cette rencontre aussi qu'on fait avec le vide, avec ce qui reste après une naissance, mais ça peut être après la guerre et ça peut être après le feu. Voilà. Parmi tous les textes que vous avez écrits dans cet album, pourquoi vous avez choisi de nous partager celui-ci en particulier? Parce que c'est un festival pop et psy, donc je me suis dit, il y a quand même c'est une chanson qui se prête bien au dialogue sur le lapsus, elle est assez freudienne, donc j'aime bien parfois dévoiler ça. Je pense que c'est au contraire, je me sens... je pense qu'il faut se sentir très solide. C'est peut-être un exercice que j'aurais pas pu faire il y a 30 ans avec les textes, mais aujourd'hui je suis très très heureuse de partager la genèse des choses. Merci. On peut peut-être passer à un deuxième texte, si vous acceptez, L'expérience étrange de l'inégal. Quel titre? Alors ça c'est un titre qui parle d'infidélité, d'adultère en fait. Et ce qui m'a intéressé dans cette chanson, en tout cas le fait de l'écrire, c'est aussi... j'aime beaucoup l'écriture, quand j'écris à la première personne, et j'aime beaucoup l'écriture qui ne juge pas. Tous les auteurs, compositeurs que
j'ai aimé, qui m'ont accompagné, comme Dylan ou Springsteen, enfin, il y a ou Cohen, Leonard Cohen, il y a on raconte mais sans juger, à la première personne, même si c'est pas mon histoire que je raconte, c'est mon émotion ou mon témoignage que je raconte. Avec les années, j'ai compris que je me suis toujours beaucoup intéressée aux crises dans les histoires, qu'elles soient amoureuses ou fraternelles, ou entre enfants et parents, ou entre sœurs, ou entre frères et sœurs, ou entre amis, enfin toutes les crises, surtout les crises dans le couple, et surtout les crises qui concernent, enfin qui peuvent devenir comme une rupture amoureuse, quand on est vraiment dans une euphorie, dans une période assez de béatitude dans le couple, et quand on découvre que on n'est pas du tout en phase avec l'autre. J'ai découvert beaucoup de choses aussi de ce qui pourrait pousser quelqu'un à être infidèle. Souvent, c'est pas un manque d'amour. En fait, ça peut l'être, et c'est le cas souvent, mais ça peut aussi ne pas être un manque d'amour. Ça peut être plein d'autres choses. Donc, j'ai beaucoup aimé exploiter ce terrain du fait qu'on peut vivre avec quelqu'un et de ne pas savoir qui est cette personne, mais du jour au lendemain, de croire qu'on vit avec quelqu'un qu'on connaît, mais qu'on ne connaît pas du tout. Et qu'il y a toute une masse de cette personne dont on ne sait rien. Et ça m'a toujours beaucoup intéressée. Alors, montre-moi cette chose invisible de l'autre côté de la porte. Je veux connaître la matière grise, les non-dits, les non-vus qui t'emportent. Chante-moi cet air inconnu, magnifiquement répétitif, puisque moi, tu m'as sans retouche, sans secret, sur le vif. Je ne sais plus quoi chercher dans ton rationalisme morbide, ni quoi rêver dans la masse cachée, celle qui comble le vide. Ce petit feu qui te met en colère, qui te mord, qui te ronge. Je connais bien son goût amer, le fameux goût du mensonge. Face à la mer, je peux comprendre, j'ai ni colère, ni sac, ni cendre. Autant se rendre face à la mer. Je connais le vertige, le frisson de tes amours périssables, mais j'ignore qui est l'homme qui vient s'asseoir tous les soirs à ma table. Ces blondes, ces brunes, ces rousses, qui ne valent pas que de l'air, puisque c'est grâce à elles que tu fais de moi une femme ordinaire. C'est donc ça, peut-être, l'expérience étrange de l'inégal. Jusqu'au jour où ça brûle, ça tord, ça épuise, ça fait mal. C'est donc ça, peut-être, l'expérience exquise de l'amour parfait, jusqu'au jour où ça freine, ça tremble, ça trahit, ça fait chier. Face à la mer, je peux comprendre, j'ai ni colère, ni sac, ni cendre. Autant se rendre face à la mer. Merci beaucoup. Face à la mer, vous l'écrivez L-A plus loin M-E-R parce qu'il y a tellement... Face à la mer, c'est-à-dire que j'ai quand même tendance à croire que la Méditerranée a la capacité de nous faire accepter pas mal de choses, ce qui est mon cas. Face à la Méditerranée en particulier, si, l'océan Atlantique aussi, la Manche, il y a plein de lacs auxquels je dois pas mal de... pas mal de moments forts, mais la Méditerranée en particulier, oui. C'est vrai que dans cette chanson, l'amertume pourrait être aussi un sens face à la mer, à l'amertume aussi, évidemment. Tout à fait, tout comme Contre les amandes de Paul Celan, qui est dans ce livre, où il y a l'amertume des amandes qui nous interpelle, justement. C'est quoi cette amertume et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse? On va saisir cette amertume. Et aussi la mer, mais c'est ça, c'est face à la mer d'une expérience comme ça. L'expérience étrange de l'inégal pourrait nous rendre amers. Mais face à cette amertume, et dans ce cas-là, face à la mer, à la vraie mer, la Méditerranée, on peut comprendre. Parce que tous comprennent, je pense.
Vous parlez de Paul Celan, c'est donc un poète du XXe siècle, très important. Vous l'aviez choisi parmi les 20 poèmes que vous aviez sélectionnés pour ce podcast de France Culture. Pourquoi vous aviez choisi ce texte de Paul Celan ? Ce texte, il peut paraître à la première lecture assez étrange, parce qu'il s'adresse à quelqu'un et il lui dit « Rends-moi amer, compte les amendes, rends-moi amer ». C'est comme une invitation à quelqu'un de dire « Découvre-moi, j'ai besoin d'être découverte ou découvert ». C'est presque une invitation à se dénuder corps et âme devant quelqu'un. Ça veut dire qu'on s'adresse à quelqu'un, on le choisit pour nous accepter avec toutes nos failles, pour nous accepter déjà sans paraître. Je le dis d'ailleurs dans le texte, puisque moi, tu m'as sans retouche et sur le vif. C'est un peu ça, demander à quelqu'un de compter les amendes et de nous rendre amers. Ça veut dire, je veux que toi, je t'ai choisi pour que toi, tu connaisses mes fêlures, mes fissures, mon amertume. C'est un peu dire à quelqu'un, tu peux me découvrir. C'est un choix immense qu'on fait. C'est une générosité immense. On met des années à comprendre que la dépendance émotionnelle, c'est une générosité. C'est pas parce qu'on grandit dans un monde où on a tellement peur des dépendances parce qu'elles nous tuent. Alors qu'une dépendance émotionnelle, elle nous fait vivre. On l'a avec nos enfants, avec nos parents, avec nos familles, avec nos amis. Il faut connaître ses frontières, une fois de plus. Mais c'est quelque chose de très très sain, en fin de compte. Je l'ai cherché le poème, je ne l'ai pas trouvé, mais vous pourrez l'écouter dans le podcast. Simplement, sur cette question de la dépendance, et peut-être aussi de l'adresse, vous parliez de la mise en scène de soi, du jeu dans le texte, mais il y a énormément de textes dans cet album dans lesquels vous vous adressez à un tu. Comment vient cette adresse dans vos textes ? C'est rarement une seule personne. Le tu, c'est un ensemble de personnes. J'ai besoin d'avoir un lien quelconque avec la personne, un lien fort. J'ai besoin de connaître la personne à qui je m'adresse. Mais parfois, cette personne, c'est un mélange de plusieurs expériences. J'ai une chanson qui s'appelle « Les désirs fatigués des navires d'argent ». Donc, bien évidemment, je m'adresse à une personne, mais je raconte plein de personnes dans cette chanson. Je raconte moi en tant qu'amoureuse, un peu par moments flemmarde, moi autant que mère. Donc en fait, oui, c'est toujours le tu, c'est à quelqu'un, mais ce quelqu'un, c'est plusieurs. Dans mon cas, c'est plusieurs hommes en général. Oui. Je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu à la question de la langue. Le français, c'est pas votre langue maternelle. Je crois savoir que votre langue du quotidien, c'est plutôt l'anglais. Vous avez été élevé au milieu de plusieurs langues, le néerlandais, l'hébreu. Est-ce que vous diriez que cette distance initiale par rapport à la langue française vous a permis d'aborder la poésie en français, la matérialité de la langue et peut-être aussi l'écriture en français d'une façon particulière ? C'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'au début de ma carrière, je travaillais beaucoup avec des dictionnaires anglais-français, français-anglais pour pouvoir écrire. C'était le cas de mes premiers textes en français. Et on parlait souvent de ma syntaxe, et moi je disais c'est un peu le résultat d'une traduction. Mais ça a créé aussi mon identité d'écriture d'une certaine manière. J'ai été beaucoup plus à l'aise au début, quand j'étais adolescente et j'ai découvert la langue française que je connaissais à travers des interprètes de chanteurs comme Henri Salvador ou Serge Gainsbourg ou Françoise Hardy. Je connaissais des sonorités étaient très familières, mais la langue m'a été étrangère. Et mon confort, je le retrouvais dans des poètes comme Gerasim Luka, parce que c'était pas sa langue d'origine. Et donc, il jouait avec la langue comme si c'était un puzzle et un Lego. Et ça m'a décomplexé. Ça m'a permis. Gerasim Luka, simplement, pardon, je vous coupe, c'est un poète roumain, surréaliste, donc du XXe siècle. Pardon, je vous en prie. Oui, qui m'a beaucoup accompagnée.
j'ai du mal à dire inspiré parce que on retrouve aucun lien dans la poésie, mais en tout cas, si, il m'a réconforté, il a été présent dans mon approche de la langue au départ. Et aujourd'hui, je peux vraiment avoir le même lien avec des poètes entièrement francophones comme Apollinaire et Éluard et Desnos, et vraiment des poètes qui connaissent la langue depuis leur toute petite enfance et qui n'auraient pas pu se permettre de la ciseler d'une manière non conforme. Alors que moi, j'ai commencé à la ciseler d'une manière non conforme au départ et que c'est aujourd'hui, quand j'ai un vocabulaire beaucoup plus grand qu'il y a 30 ans, que je me permets finalement, ou que j'essaye d'avoir des règles. Et donc oui, j'ai un rapport avec la langue qui est très fusionnel, je dirais, mais qui est loin d'être parfait, mais que j'explore encore. C'est ça qui est chouette. C'est qu'aujourd'hui, à 51 ans, je me dis, c'est peut-être que le début d'un truc, parce qu'à chaque fois, je la redécouvre et j'ai envie de faire encore plein de choses avec. Est-ce qu'on passe au troisième texte, si ça vous va? Que la vie est belle. Le vent souffle froid devant la porte. Je recommence. Le vent souffle froid devant ta porte. Je me demande si tu regrettes la chaude lueur du vin, les feuilles mortes, entre tes larmes de poète. Mais que la vie est belle, est-ce que tu t'en rappelles? Parfois, quand tu te révèles, que la vie est belle, bien que surréelle. Est-ce que tu t'en rappelles? Je n'y comprends rien à ce vide immense, à part que l'ordinaire a disparu. Même dans ton chagrin, rouge et dense, brille un soleil absolu. Mais que la vie est belle, est-ce que tu t'en rappelles, parfois, quand tu te révèles? Que la vie est belle, bien que surréelle. Est-ce que tu t'en rappelles? Merci beaucoup. Alors, c'est une célébration de la beauté et de la vie. Est-ce que cette célébration, elle est nourrie aussi par la célébration de la beauté que vous avez pu trouver dans la poésie? Oui, parce que je pense qu'elle célèbre la vie, d'autant plus qu'elle s'adresse à quelqu'un qui est en perte de mémoire et qui se révèle de temps en temps. Et ce rapport très solaire à ça est obligatoire. C'est une forme de survie aussi par rapport en vie des choses. Je pense que les gens qui vivent aujourd'hui, à un moment ou à un autre, ils vont être confrontés dans leur famille ou chez leurs proches. Ils vont, à un moment, rencontrer ou traverser ou faire un bout de leur trajectoire ou être face, dans une vie entière, face à quelqu'un qui est soit un problème d'addiction qui le rend mentalement inaccessible, soit un problème de mémoire suite à l'Alzheimer ou à la démence, soit un problème de bipolarité qui fait qu'il n'est pas du tout le même d'un jour au lendemain. En tout cas, on va rencontrer ou être confronté à une situation qu'on n'a pas choisie mais que la vie a fait. Et cette chanson, il s'adresse justement à quelqu'un qui est dans une énorme souffrance, mais qui a parfois il ne sait pas qu'il est en souffrance, et qui a aussi des moments de révélation de cette vie. Et c'est là que je pose la question, qu'est-ce qu'elle est belle? Est-ce que tu t'en rappelles? Parce qu'elle l'est. Et on s'accroche à ça, et on s'accroche à ces moments de beauté. Et je pense qu'il faut les célébrer. Il faut aussi s'adresser en rappelant constamment qu'elle l'est. Surtout dans les 2 années qu'on vient de passer, avec autant de colère, avec autant de désespoir. Je pense on a eu 2 années, j'espère que c'est la fin, mais on vient de passer 2 années qui, au lieu de nous rassembler, nous ont beaucoup, beaucoup séparés, divisés. Et je pense qu'ensemble, c'est important de retrouver le désir, de retrouver la vie belle.
parce que on n'est que à l'aube de pire si on fait pas gaffe. Donc je pense que c'est important. Alors moi, sans connaître tout ce sous-texte, évidemment, ce texte, ce poème m'a fait penser à Je m'écris d'André Chédid, poétesse française, que vous avez sélectionné aussi dans votre choix de 20 poèmes. Est-ce que vous faites un lien entre les deux ? Alors, j'ai pas fait un lien direct, mais je peux totalement comprendre le lien, puisque ce poème d'André Chédid, que j'avais choisi d'ailleurs, si on arrive à le retrouver, il est dedans dans l'instant poésie. C'est un peu comme si je devais dire c'est l'équivalent d'une chambre à soi de Virginia Woolf, ou c'est peut-être l'équivalent de certains récits de Déborah Lévy, quand elle parle de sa pièce d'écriture, ou de la manière qu'on a de remplir un espace ou une feuille. Je dis souvent que je suis mon propre laboratoire, je l'ai déjà dit, et parce qu'on a besoin de vivre. Enfin, l'autre jour, j'étais en promo et je suis passée d'un interview à l'autre, et j'ai passé des coups de fil à quelqu'un avec qui on devait vraiment avancer dans un projet entre les choses, et à chaque fois je marchais pendant 20 minutes, et il m'a dit: mais là, tu es dans le métro. Je dis oui, mais est-ce que tu m'entends? Donc on a parlé. Après, j'étais à pied. Après, j'ai pris le bus. Après, mais il me dit: mais pourquoi dans des journées comme ça, tu prends pas une moto-taxi qui t'emmène? Je lui ai dit: si je ne suis pas dans la vie, de quoi est-ce que je vais parler dans mes chansons? Pour écrire cette vie, il faut la vivre. Il faut consommer les pas sur le pavé. Il faut croiser des gens. Il faut faire la queue, il faut ramasser des feuilles. C'est des actes, des pas qu'on fait tous les jours pour pouvoir écrire notre vie. Et ce poème, que je vais vous lire si j'ai le temps. Oui, ça serait super, merci. Pour moi, c'est ça, être auteur, toute forme d'écriture. J'interprète ma page de vie, j'en use comme plaque de cuivre, je la graine de plaisir, je la crible d'années, je la saisis en verte saison, je la racle de nuits d'hiver. Je la ronge en creux d'angoisse, je m'y taille, espace libre, je l'attaque en matière noire. Je progresse d'épreuve en épreuve, je la creuse de vaines morsures, je la burine d'émotions, je l'entame pour nier le temps, je m'écris pour durer. Dans mon dernier album, ce qui a un peu le nom qu'il porte, c'est Paris Amour. On dirait que c'est un peu une ode à Paris, alors que c'est un album qui ne parle pas de Paris. Mais je l'ai écrit à Paris, dans une pièce à Paris. J'ai emmené des lieux dedans, des lieux que je suis allée chercher à pied, à vélo, en train, en avion. Justement, la mer, les autres villes, les gens qui viennent d'ailleurs, la Chine, j'ai apporté ces matériaux, et elle dit: je la crible d'années, je la saisis en verte saison, je la racle de nuits d'hiver, j'en use comme plaque de cuivre. Donc en fait, c'est ça, on va chercher des matériaux. On vit, on va chercher des matériaux, on les rassemble, on les porte, on les emporte, et on les écrit. Mais c'est un art poétique, mais c'est aussi un art de vivre qui est écrit ici. C'est, comme vous le disiez dans le podcast, c'est comme des outils de vie qui sont véhiculés dans ce texte par André Chédid. Oui, c'est des outils de vie, puisque dans mon cas, c'est écrire, mais ça peut être préparer un repas pour son enfant, ça peut être passer un coup de fil à sa mère, ça peut être tomber amoureux, ça peut être réparer son cœur brisé. C'est ça, c'est aller collectionner des matériaux avec chaque pas qu'on fait, rassembler
toutes ces expériences pour s'écrire. Pas seulement écrire une chanson, écrire un livre, écrire un poème. S'écrire, nous écrire dans le livre de notre vie. On s'écrit. C'est ça qu'on est venu faire. Et je pense que c'est en écrivant la vérité que le trajectoire est fait. Et c'est comme ça qu'on se sent comblé. C'est pour ça que j'aime l'écriture sans juger. On n'est pas... on a envie de dire que ce qu'on écrit de nous, c'est la bonté, c'est la contribution. Mais on est loin d'être parfait. Ce qui compte, c'est comment, d'une année à l'autre, quand on s'écrit mieux. Je pense. Ah ouais. Magnifique mot de la fin. Écrivez-vous vous-même, lisez de la poésie.